18h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Charles Cablan. À la une de ce journal, l'ultime adieu à Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre sera inhumé tout à l'heure à Korogo en présence du couple présidentiel. Ce jeudi, grande mobilisation au stade municipal pour lui rendre un hommage populaire. Venu de toutes les régions du pays, les populations ont salué la mémoire de l'homme. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place à Korogo. 151 nouveaux cas d'infection de la maladie à coronavirus enregistrés ce jeudi pour 0 décès. La Côte d'Ivoire compte désormais plus de 13 500 cas confirmés. Le gouvernement exhorte les populations à respecter les mesures de restriction et les gestes barrières. Et puis, crise politique au Mali. La mission de la CEDEAO poursuit ses consultations sur tous les sujets. Les envoyés de l'organisation sous-régionale devraient faire des recommandations de sortie de crise à l'issue de ces consultations. À suivre, 2 magazines. D'abord, le Washington Bureau. Nous serons en ligne avec Roger Bion depuis Washington, suivi de l'invité du jour. Paul Philippe recevra l'honorable Kofi Maïzan. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et merci de votre fidélité. Décédé le 8 juillet dernier, le Premier ministre sera porté en terre tout à l'heure après la prière du vendredi en présence du couple présidentiel. Mais avant l'ultime séparation, hier jeudi, un hommage populaire a été rendu à Amadou Gon Coulibaly. Les populations venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont dit adieu à ce grand serviteur de l'État au stade municipal de Korogo. Adama Bakayoko. Il est 10h30 ce jeudi. La dépouille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait son entrée au stade municipal de Korogo, plein à craquer. Pour l'accueillir, un chant traditionnel bété venu tout droit de Gagnoa. Tout un symbole qui montre bien la dimension nationale de ces obsèques. Tour à tour, les délégations se succèdent sur l'esplanade aménagée pour l'occasion. Des populations en file indienne qui partent s'incliner sur la dépouille saluent la famille éplorée avant de se retirer. Chaque région délègue un porte-parole pour présenter les condoléances à la famille. L'exercice aura duré près de 6 heures d'horloge. Tous les porte-paroles sont unanimes sur les qualités du défunt Premier ministre. Routes, électricité, ponts, eau potable et bien d'autres chantiers entrepris par Amadou Gon Coulibaly ont été mis en exergue. Moment privilégié aussi pour les Jeux d'Alliance. Ce sont d'abord les Yakuba qui exigent le transfert de la dépouille à Mans pour des obsèques au pied du mont Tonkoui. Avec diplomatie, le porte-parole de la famille Gon réussit à dissuader ses hôtes. Suivront ensuite les Oué et les Koyaka avec la même exigence, le transfert de la dépouille. Quand arrive la délégation du Grand Centre, l'ambiance prend toute une autre tournure avec la prestation du Goli, une délégation qui avait à sa tête la reine Akwabouni II, reine des Baoulés. Hommage, reconnaissance, soutien ont été les éléments essentiels. Preuve qu'avec la disparition de Amadou Gon Coulibaly, c'est toute la Côte d'Ivoire qui perd un grand bâtisseur. Adama Bakayoko, Yeo Dougafolo, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Grande mobilisation donc au stade de Korogo hier jeudi pour cet adieu rendu par des délégations venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Elles se sont inclinées sur la dépouille du chef du gouvernement pour dire leur compassion à la famille du défunt. Grande mobilisation décrite ici par Thibaut Kodiarasuba. Ce sont des délégations d'au moins 25 personnes et 100 pour les plus nombreuses qui se sont succédées et inclinées sur la dépouille mortelle du Premier ministre. Venu des 31 régions de la Côte d'Ivoire, personne n'a voulu rater cette occasion de venir saluer le travail abattu à la tête du gouvernement par Amadou Gon Coulibaly. Le stade municipal de Korogo a refusé du monde à telle enseigne que le comité d'organisation a été obligé de faire une rotation des délégations par ordre d'arrivée pour permettre à tous les groupes ethniques du pays de participer à cette cérémonie d'hommage. Des messages forts, empreints de compassion à l'endroit de la famille du défunt ont été dits, compassion auquel il faut ajouter les nombreux dons en nature et en numéraire. Une cérémonie sobre faite dans le respect des règles traditionnelles et bien sécurisée par les forces de défense et de sécurité quasi présentes à l'intérieur et aux alentours du stade. Le tout avec chacun portant un masque de protection contre le coronavirus. Thiemoko Diarasuba, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est un coup dur porté au développement des régions de la Côte d'Ivoire. C'était son cheval de bataille. Plusieurs personnes interrogées fondent leurs espoirs en un successeur qui poursuivra l'œuvre entamée par le chef du gouvernement. Celui que vous allez entendre en premier est Alcide Djedje, cadre de la région du Gord.
Ceux qui sont dans l'opposition reconnaissaient qu'il était compétent. L'homme était aimé ici et ailleurs. Il était déjà vu comme le futur président. C'est une très grande perte. Madeleine Sopiako, c'était un défenseur de la veuve et de l'orphelin. De son petit nom, nous l'appelions affectueusement Vieux dans l'intimité. Amadou Gon était un grand homme. Amadou Gon va nous manquer, il va nous manquer terriblement. Pierre Zorobi, Juliari de Côte d'Ivoire. Le 8 juillet, c'est ce jour-là que le décret de reconnaissance de l'interprofession a été signé en Conseil des ministres. Mettez-vous à notre place, on a atteint les deux extrêmes d'émotion. Nous avons effectué le déplacement ici à Korogo pour lui dire qu'on ne l'oubliera jamais. Avec le président de la République, nous restons confiants. Soro Penatirgue, la meilleure façon d'honorer notre Premier ministre, c'est de faire en sorte que le secteur agricole continue de jouer son rôle dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire et de faire en sorte que l'âme d'Amadou Gon, les Ivoiriens, s'en souviennent tout le temps. Et tout comme le grand nord de la Côte d'Ivoire qui pleure son fils, le sud est plus qu'affecté par la disparition du chef du gouvernement, surtout les populations de l'Agnébitiassa qui attendaient impatiemment à la visite de Amadou Gon Coulibaly. On écoute Demba Ngou-Pierre, leur porte-parole. Ce départ est un désastre pour nous. Parce qu'en effet, le Premier ministre avait promis effectuer une visite d'État dans la Nividiassa le 24 avril 2020, lorsqu'est survenue cette pandémie. Et tous ces parents de la Nividiassa se sont préparés pour l'accueillir. Un lycée a été bâti pour porter le nom d'Amadou Gon Coulibaly, pour témoigner de l'excellence, la qualité du travail bien fait et donner l'exemple aux jeunes générations. Les populations du Tchologo de leur côté se rallient aux nombreux témoignages qui qualifient le Premier ministre ivoirien de travailleur infatigable. Adama Diawara, porte-parole de cette région. Amadou Gon Coulibaly a énormément contribué aux côtés du président Alassane Ouattara à la mise en œuvre du port sec de Ferkete-Dougou. Amadou Gon Coulibaly a mis totalement son intelligence et sa force de travail au service du baobab de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, un fils du Tchologo. Des actes altruistes, il en a posé dans toutes les régions de son pays. Il a tant aimé, lui a fait don de sa vie. Mort à la tâche, à la fin d'un conseil des ministres. Quel symbole! Il existe une alliance multiséculaire entre l'Indéné Duablin et le peuple du Poro, notamment entre les familles royales de l'Indéné Duablin et la famille Gon Coulibaly. Et cela vaut le déplacement du tam-tam parleur, le Kinyankli, à Korogo. Adam Roger, porte-parole de l'Indéné Duablin. Je peux vous dire que c'est triste pour nous. Sa Majesté, le roi de l'Indéné, a fait sortir le tam-tam parleur, le Kinyankli. Le tam-tam parleur ne sort pas du royaume. Il ne sort qu'en de grandes occasions, car c'est le tam-tam qui dit les pas du roi. Mais, étant donné que l'illustre disparu est son fils, est un fils de l'Indéné, il fallait que ce tam-tam parleur quitte le royaume de l'Indéné pour venir ici à Korogo pour accompagner les pas du Premier ministre Amadou Gon. Le grand centre de la Côte d'Ivoire, fortement représenté lui aussi à cette cérémonie d'hommage en présence de la reine des Baoulés Nana Akouaboni II. Le peuple baoulé, grand allié du peuple sénoufo, salue un grand serviteur de la nation parti trop tôt. Jean-Claude Kouassi, porte-parole du grand centre. Nous sommes venus saluer la mémoire et rendre l'hommage qu'il mérite à un grand serviteur de l'État. Aujourd'hui encore, nous nous souvenons du soutien inconditionnel apporté par le peuple sénoufo au président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, dans son combat politique. Souvenons-nous, en 1946, c'est ici à Korogo que le président Félix Houphouët-Boigny s'est fait élire député, soutenu en cela par le patriarche Péléforo Gon Coulibaly. La région du Ouorodougou pleure également le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 10 cantons de la région, représentés par des chefs de village, se sont retrouvés à Séguéla. Ils ont répondu à l'appel du chef du village central avec au menu recueillement et prière pour le repos de l'âme du Premier ministre allié du peuple Koyaka.
Et c'est avec les larmes aux yeux que Diomandé Naman, chef du village central, s'est exprimé en leur nom. À Gagnoua, une marche silencieuse a été organisée par le mouvement citoyen Génération Gagnante à Gagnoua pour dire merci à Amadou Gon Coulibaly pour toutes les actions sociales qu'il a posées dans la région du Go. Environ 2000 personnes ont marché, une marche qui s'est achevée par un rassemblement dans la cour du hall d'information. À Yamoussoukro, comme partout en Côte d'Ivoire, le Premier ministre était auprès des populations pour parler de développement. Retour aujourd'hui sur les temps forts des grands chantiers de développement réalisés par Amadou Gon Coulibaly dans la région. Seydou Coulibaly. Auprès des populations pour parler de développement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé en juin 2019 la première pierre des travaux de construction du nouveau dispatching national de Yamoussoukro. D'un coût global de 25 milliards de francs CFA, ce nouveau système d'exploitation des réseaux électriques dont la fin des travaux est prévue en 2021 permettra d'accroître la capacité de production du réseau électrique national. Il est bon d'indiquer que dans notre pays, nous avons à la date d'aujourd'hui un seul dispatching et que ce deuxième dispatching aura donc le mérite d'améliorer donc la sécurité au niveau de l'exploitation du réseau électrique de notre pays. Et qu'en plus, cet avantage qui n'est pas négligeable par le temps qui court, ça va également donc améliorer la qualité donc du service de fourniture de l'électricité donc à nos populations. Bien avant, en octobre 2018, dans le cadre de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, le Premier ministre a pris part en compagnie du ministre français des Affaires étrangères au lancement d'un hub de l'éducation. Son objectif est de multiplier les partenariats entre les établissements et les universités des deux pays afin de permettre aux étudiants africains d'obtenir plusieurs qualifications. Je voudrais vraiment me réjouir donc, de se donner la possibilité aux Ivoiriens ici d'avoir des diplômes ivoiriens et en même temps des diplômes français. Donc des diplômes de réputation donc, internationale me paraît être une innovation majeure donc, dans le processus d'éducation et de formation donc, des Ivoiriens. Une année avant, notamment en mars 2017, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé la première pierre des travaux de prolongement de l'autoroute du Nord section Yamoussoukro-Tiébissou, un projet de plus de 60 milliards de francs CFA, financé conjointement par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Ça constitue un élément important pour toute la région, donc un vrai pôle de compétitivité. En plus de ces infrastructures routières, le président a autorisé un financement avec la BAD d'un montant de 81 milliards. Donc pour toute cette région, ce sont de très bonnes nouvelles donc pour la région du Bélier. Mais il y en a encore une autre, puisque nous sommes en train de travailler sur le prolongement de l'autoroute de Tiébissou à Bouaké. Le Premier ministre a pris part également à côté du chef de l'État en septembre 2019 au lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage de la voirie de Yamoussoukro. Mais hélas, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ne viendra pas pour l'inauguration de toutes ces actions de développement posées ici à Yamoussoukro. Adieu, son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Et l'actualité, vous le savez, obsèque donc de Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Le Premier ministre sera porté en terre tout à l'heure, après la prière du vendredi à la mosquée de Korogo, en présence du couple présidentiel. La cérémonie vous sera retransmise en direct sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a enregistré ce jeudi 151 nouveaux cas de Covid-19. On enregistre également 217 nouvelles guérisons et 0 décès. Avec ces nouveaux chiffres, notre pays compte au total 13 554 cas confirmés, 7 363 guéris et 87 décès. Le gouvernement exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements afin de se protéger et de préserver leur santé. Actualité internationale à présent, la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, poursuit ses consultations à Bamako. Elle doit aider à trouver une issue à la grave crise politique qui secoue le Mali. Scindé en deux, des experts de la mission s'occupent du volet politique et de la crise et d'autres du volet élection, qui ont pour mission de régler le sujet des députés recalés par la Cour constitutionnelle. Une solution sera donc sur le point d'être trouvée pour remettre les 30 députés recalés par la Cour dans leurs droits. L'équipe de la mission qui s'occupe du volet politique de la crise travaille d'arrache-pied pour aborder tous les sujets, notamment la gouvernance, les institutions actuelles du Mali, mais il y a également l'avenir du Premier ministre, le futur gouvernement d'union nationale et les problèmes de sécurité. La mission devrait avoir en main assez d'éléments afin de faire des recommandations
de sortie de crise. Et puis au Gabon, c'est une femme qui va diriger le gouvernement. Ali Bongo, le président, a nommé par décret Rose Christiane Oussoukaka Raponda au poste de Premier ministre. C'est la toute première femme promue à ce poste 60 ans après l'indépendance du pays. Ancienne maire de Libreville, Rose Christiane Raponda était jusque-là ministre de la Défense. Sa principale mission à la tête du gouvernement, relancer l'économie et peut-être préparer la prochaine élection présidentielle prévue en 2023. Fin de ce journal. Place maintenant au magazine Washington Bureau. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous, au menu de ce numéro de Washington Bureau, la marche arrière des autorités américaines sur l'expulsion des étudiants étrangers et la peine de mort réactivée par le gouvernement fédéral. Bienvenue à Washington DC. La Voix de l'Amérique en direct de Washington. Le gouvernement américain a renoncé à priver de visa les étudiants étrangers dont les cours resteraient entièrement virtuels à la rentrée pour cause de pandémie de COVID-19. Plusieurs universités contestaient cette décision. Patrick Nganang, professeur à l'université Stony Brook, évoque une décision sage. Bon, c'est un soulagement, il faut le dire. Nous sommes encore dans le gris et puis la pandémie évolue. On aurait souhaité que celle-ci est déjà finie, du moins qu'elle soit maîtrisée comme cela a été le cas en Asie, comme cela a été le cas en Europe. Mais il se passe que les États-Unis se retrouvent dans la zone absolument rouge. Est-ce que tous les cours seront finalement online? Bon, on s'est dit qu'avec l'été, ces décisions-là seront prises et puis seront prises de manière responsable. Et donc, ça fait que on n'utilisera pas, n'est-ce pas, les étudiants étrangers comme étant un levier pour obliger les enseignants à être dans les classes, parce que si c'est ce à quoi ça sert, finalement, ce serait très malheureux. C'était ça votre plus grande inquiétude, en fait, d'être forcé de donner des cours en présentiel pour que ces étudiants étrangers ne soient pas renvoyés dans leur pays? Avec l'obligation des étudiants à être sur le campus, ce genre de discussions qui sont en train d'avoir lieu en été devient plus ou moins difficile à gérer. Donc, le fait que les étudiants n'aient pas l'obligation à être sur le campus rend plus ou moins la discussion beaucoup plus simple, beaucoup plus humaine pour toutes les parties. Hein, et je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Patrice Nganang, professeur d'études africaines à l'Université d'État de Stony Brook à New York, joint par Claire Morin-Gibourg. Abidjan, Washington, Washington, Abidjan. Les États-Unis ont procédé cette semaine à une première exécution fédérale depuis 17 ans après le feu vert de la Cour suprême américaine. Alors que certains États appliquant la peine de mort procèdent toujours à des exécutions, le gouvernement fédéral avait fait une pause depuis 2003. Joseph Fa, avocat dans le Maryland où la peine de mort a été abolie en 2013, explique ce dualisme aux États-Unis. Il y a des États où la peine de mort est complètement illégale, cela ne se fait plus. Au niveau fédéral, ce n'est pas que c'était illégal, c'est simplement qu'il y avait eu sursis sur exécution depuis près de 17 ans, depuis pratiquement 2003. Le problème, c'est quoi? Il y a des contentieux qui existent sur la manière par laquelle l'exécution doit être faite parce qu'on estime que certains médicaments ou bien certaines injections qui étaient faites torturaient beaucoup le prisonnier avant qu'il ne meure. Or, cela est une violation du 8e amendement qui prend offense à tout ce qui est cruel comme peine. Or, les injections qui durent, les médicaments qui vont faire torturer le prisonnier avant qu'il ne ferme les yeux sont considérés comme cruels en violation du 8e amendement de la Constitution. Maître Joseph Fa, avocat dans le Maryland. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de La Voix de l'Amérique à ce microphone. Réalisation Lionel Gaïma. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique. Une coproduction RTI-VOA.
Voilà, le magazine Washington Bureau met fin à ce journal. On retenait pour l'essentiel que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera porté en terre tout à l'heure après la prière à la grande mosquée de Korogo en présence du couple présidentiel. Hier, une grande mobilisation au stade municipal lui a été pour lui rendre hommage a été organisée. Venue de toutes les régions du pays, les populations ont salué la mémoire de l'homme. Et place maintenant à l'invité du jour. Paul-Philippe reçoit l'honorable Maïsa Kofi Noël. Elles devront évoquer les témoignages du Premier ministre. C'était le journal présenté par Charles Cablan. L'invité du jour. Honorable, bonjour. Bonjour Paul-Philippe. Alors, où et comment avez-vous connu l'homme que nous pleurons tous aujourd'hui? Je dois dire que c'est avec beaucoup d'entrain et d'affliction que j'interviens. J'ai connu l'homme en 1998. Suite aux élections, nous avions pendant longtemps milité dans le mouvement jeune du Rassemblement des Républicains. Et en 1998, il y avait l'élection du président des jeunes à l'époque, Odié Tiakouré. C'est ça. Et donc, c'est à la sortie de cette élection-là que j'ai fait la connaissance de l'homme. En 1999-2000, je suis rentré dans son giron. Et donc, toutes les activités politiques de l'époque, en tout cas, nous étions, comme on le dit dans le jargon, c'est bon petit. On a évolué dans son giron jusqu'à ce qu'il soit nommé ministre de l'Agriculture. Et 2 ans après sa nomination, il m'a fait l'honneur de m'inviter, de me prendre à ses côtés en ma qualité de chargé d'études. Jusqu'à ce que les élections de 2010 aient lieu, jusqu'à ce qu'il quitte le gouvernement. J'ai été donc avec lui en tant que chargé d'études au ministère de l'Agriculture. Alors vous l'avez connu sur 2 facettes, on m'a dit, la facette professionnelle et la facette politique. Restons un peu dans la facette professionnelle. Que vous retenez-vous? Mais ce que je retiens d'Amadou, c'est que c'est un garçon brillant, un technocrate hors pair. Les Ivoiriens l'ont certainement découvert dans la politique, mais moi qui ai eu la chance d'être chargé d'études, de faire des réunions de cabinet avec lui, j'ai été impressionné et j'avoue que fondamentalement, moi je ne suis pas administratif à la base. J'ai fait un diplôme d'ingénieur qualité à CESTI Paris et à la base je n'étais pas un administratif et donc chargé de la gestion des dossiers administratifs. C'est avec Amadou que j'ai appris ça en tant que chargé d'études. Et ce qui m'a le plus fasciné, c'est mes débuts avec lui parce que en tant que chargé d'études, quand vous allez à une réunion, vous prenez note et puis après vous faites le rapport de la réunion. Et j'avoue que les 2-3 premiers mois, j'ai eu des problèmes, mais finalement, j'ai eu le topo. Parce que quand vous finissez une réunion, le ministre de l'Agriculture, alors le Premier ministre actuel, Amadou Gon, se faisait fort de reprendre, de faire la synthèse. Et je vous assure, chaque fois, finalement, j'ai compris qu'il fallait attendre. En tout cas, chaque fois qu'il fait la synthèse, quand je prends les notes de la synthèse, j'ai le contenu global de la réunion qu'on a eue. Et ça m'a forgé et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Je veux faire une confidence. À l'époque, le représentant de l'Union européenne, Arion, était le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Et nous avions eu des dossiers, nous avions eu une réunion à laquelle j'ai participé en tant que chargé d'études. Donc, je prenais note. Cette réunion-là, je crois, a duré 4 heures du temps. Mais au sortir de la réunion, il n'a pas tari de l'eau. Je dis c'est vrai. Et lui, Arion, il a beaucoup fait l'Afrique. Quand on remonte un peu l'histoire de l'homme professionnel, on retient aussi qu'il incarnait plusieurs valeurs, notamment cette valeur professionnelle que vous essayez de nous décrire parce que vous l'avez côtoyé, vous avez travaillé à ses côtés. Tout le monde dit qu'il est un garçon compétent, un monsieur compétent. Effectivement, Amadou, c'était un garçon compétent. Est-ce que Amadou Gon Coulibaly se reposait? Mais Amadou avait au moins 14 heures de temps, il travaillait 14 heures par jour. Il n'avait pas en réalité de distraction. Il avait à cœur de répondre aux problématiques du pays. Il avait à cœur de faire en sorte que l'action que lui a confiée le président de la République, le président Alassane Ouattara, puisse aboutir. Je voudrais vous rappeler que Amadou a été le dépositaire du programme présidentiel d'urgence. C'est lui qui a mis en œuvre, le programme a été structuré au Golfe, mais a été exécuté par lui. Le PPU. Le PPU. De la présidence. Parce que après les 2011, quand nous étions sortis du Golfe, la Côte d'Ivoire était sans État. Il n'y avait plus d'infrastructure. Et donc, il fallait rapidement mettre en place un plan pour aller. Cela a été structuré, mais a été porté des mains de maître par Amadou. Mais quand vous regardez un peu Korogo, le visage de Korogo aujourd'hui, c'est quand même l'œuvre d'Amadou. N'oubliez pas que Amadou, c'est un ingénieur de travaux publics à la base. Donc, les questions relatives aux questions de développement infrastructurel, c'est son métier de base. Doublé du fait que pendant longtemps, il a travaillé avec le président de la République, qui est un économiste hors pair. Donc, il a eu également le temps d'apprendre les questions relatives à l'économie et décliner tout ça sur le plan d'action qui, chaque fois qu'on lui confiait. C'est une grosse perte pour la nation, on ne le dira jamais assez. Alors, on a parlé de l'homme au plan professionnel, l'homme au plan politique aussi, vous le connaissez bien. Oui, je vous ai dit qu'en 1998, déjà, j'étais avec lui, parce que ça,
Je l'ai connu par le biais de la politique, puisque c'est en tant que militant du Rassemblement des jeunes républicains que j'ai fait sa connaissance. Et depuis lors, nous sommes restés ensemble. Mais je dois dire qu'en réalité, quand vous regardez le parcours du RDR, il fut un moment et le patron le plus du Rassemblement des républicains n'a pas été là pendant un bon moment. Mais en réalité, le deuxième numéro 2 du Rassemblement des républicains, c'est Amadou. Parce que nous avons vécu, quand on va à un meeting, parce que vous connaissez la traversée, les difficultés que le Rassemblement des Républicains a connues dans la traversée, dans la marche vers le pouvoir. Mais chaque fois qu'on allait à un meeting, la personne que les militants voulaient écouter, et à juste titre, c'est Amadou Gon. Parce qu'il avait les mots pour galvaniser, pour rassurer, pour mobiliser les militants, pour garder le cap. Et c'est ce qui a permis que le président de la République revienne prendre le navire pour que nous ayons à la bataille et qu'on gagne le pouvoir en 2010. Amadou a été un acteur important. Il a la capacité intellectuelle. C'est un véritable artisan de notre marche vers le pouvoir. Alors, depuis le 8 juillet, donc, celui dont on parle aujourd'hui n'est plus. Et vous qui l'avez connu et côtoyé, comment avez-vous appris cette nouvelle? Moi, j'ai eu la chance de parler avec lui lundi matin. Il m'a appelé lundi à 6h du matin. Lundi dernier. Il m'avait confié, lundi dernier, il m'avait confié une mission en ma qualité de député. Je devais faire une mission pour lui. Donc, il m'a appelé à 6h, je vous assure. Il me demandait à quel niveau j'étais avec le dossier. Je lui ai dit qu'effectivement, le dossier avance bien. Il m'a donc dit, écoute, j'en ai parlé avec le ministre des Transports, Amadou Koné. Il va prendre contact avec toi, échanger et puis regarder, faites-moi un point. Je vais certainement le week-end à Korogo parce que le ministre Grina a perdu son papa. Donc, j'irai pour les obsèques. Quand je viens, en semaine, soit le mercredi après le conseil des ministres ou bien carrément le week-end, je vous reçois. Et ces obsèques justement du père du ministre Labagné, c'est prévu pour ce week-end, à Couteau. C'est ça. Et donc, le jour de son décès, j'avais un rendez-vous au plateau et j'ai décidé d'aller voir son chef de cabinet adjoint, qui est un ami à moi, parce que son chef de cabinet adjoint a été chef de cabinet du ministre quand il était à l'agriculture. Donc, Kambiri Simon a été son chef de cabinet. Donc, ayant fini ma réunion, je suis allé à la primature pour échanger avec lui. Et c'est quand j'arrive à la primature qu'il me dit « Ah, mais écoute, ça va pas ». Je dis « Mais qu'est-ce que c'est pas ?» Non, le patron a fait une crise au conseil, mais il pense que ce n'est pas grave. Donc, on était assis là, en train d'échanger. Et 30 minutes après, quelqu'un l'appelle pour dire que le patron est décédé. Je t'assure qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Donc, on a pris sa voiture, on a foncé directement chez lui à la maison. C'est là où vraiment on a réalisé effectivement qu'Amadou était mort, parce que tout le monde était en train de pleurer. Honorable, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je sais que vous êtes à une cérémonie, vous avez pris de votre temps pour nous écouter et pour nous parler ce matin. Toutes nos condoléances à vous et à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On doit prier pour le repos de son âme et nous allons nous battre, nous ses proches, pour pérenniser son œuvre. Merci. Merci. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire.